Bonjour à tous, Mr. Inflation avec vous. Aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose que les conseillers financiers traditionnels et les gestionnaires de fonds ne veulent surtout pas que vous découvriez. Une sélection d'entreprises éthiques qui non seulement résistent à l'inflation galopante de 2026, mais la transforment en opportunité de croissance. Cette vidéo va probablement me créer des ennemis dans le secteur financier. Pourquoi? Parce que je vais démystifier le modèle d'investissement conventionnel qui enrichit principalement les intermédiaires financiers, pour vous montrer comment identifier des entreprises durables qui créent de la valeur réelle sur le long terme. Cette méthode m'a permis d'obtenir un rendement moyen de 11,3% sur mes investissements en actions en pleine période d'inflation, alors que la majorité des investisseurs traditionnels subissent des pertes réelles une fois l'inflation déduite. Avant de continuer, laissez-moi être parfaitement clair. Ce que je vais partager n'est pas une technique de trading rapide ou un système spéculatif. C'est une approche éthique, fondamentale et transparente de l'investissement en actions qui privilégie la création de valeur durable. Dans cette vidéo explosive, vous découvrirez pourquoi 90% des portefeuilles d'actions traditionnels sont en train de perdre la bataille contre l'inflation. Ma méthode, Impact, pour identifier les entreprises qui transforment l'inflation en avantage compétitif. Les 7 catégories d'entreprises éthiques qui surperforment systématiquement en période d'inflation. Comment j'ai construit un portefeuille diversifié générant 11% de rendement annuel moyenne avec des entreprises à impact positif. La checklist en 12 points que j'utilise personnellement avant chaque investissement. Mais d'abord, comprenons pourquoi la majorité des stratégies d'investissement conventionnelles échouent face à l'inflation actuelle. Le modèle classique repose sur un triptyque obsolète: diversification aveugle dans des indices boursiers, sélection basée uniquement sur les performances passées, vision à court terme centrée sur les trimestres. Ce modèle fonctionnait correctement dans un environnement de faible inflation et de croissance stable. Mais dans le contexte actuel, c'est une recette pour voir votre capital s'éroder silencieusement. L'inflation à 2 chiffres dans de nombreux secteurs détruit le pouvoir d'achat des consommateurs. Les chaînes d'approvisionnement perturbées augmentent les coûts. Et les hausses de taux d'intérêt pénalisent les entreprises surendettées. Résultat? Des milliers d'investisseurs se retrouvent avec des rendements nominaux positifs mais des rendements réels négatifs après inflation. Leur capital fond comme neige au soleil, même si les graphiques semblent montrer une progression. Mais il existe une approche radicalement différente, que j'appelle la méthode Impact, identification, modèle économique, pricing power, actifs tangibles, croissance durable, transparence. Voyons chaque composante en détail, avec des exemples concrets d'entreprises que j'ai dans mon propre portefeuille. Première composante, l'identification des secteurs antifragiles. Le principe est simple mais crucial. Toutes les entreprises ne sont pas égales face à l'inflation. Certaines la subissent, d'autres la traversent, et quelques-unes la transforment en avantage. Les entreprises antifragiles partagent 3 caractéristiques fondamentales. Elles répondent à des besoins essentiels qui persistent même en période de crise. Elles opèrent dans des secteurs où la demande est relativement inélastique. Elles possèdent des avantages structurels difficiles à répliquer. J'ai identifié 7 catégories d'entreprises éthiques particulièrement résilientes face à l'inflation. Catégorie 1. Les producteurs d'énergie renouvelable décentralisée. Pourquoi cette catégorie performe? Parce que l'inflation énergétique rend les solutions d'autoconsommation de plus en plus attractives économiquement. Exemple concret. Les entreprises qui fabriquent et installent des panneaux solaires pour particuliers et entreprises. Quand le prix de l'électricité triple, leur proposition de valeur devient irrésistible. Critères de sélection dans cette catégorie: présence dans des marchés réglementaires favorables, technologie éprouvée et coûts de production en baisse, modèle économique basé sur des contrats long terme, faible intensité capitalistique une fois l'infrastructure établie. Catégorie 2. Les entreprises d'efficacité énergétique. Ces entreprises ne produisent pas d'énergie, elles aident à en consommer moins. Dans un contexte d'inflation énergétique, leur valeur explose. Exemple. Fabricants d'isolation innovante, système de gestion intelligente de l'énergie, solutions d'optimisation pour l'industrie. Ce qui les rend antifragiles, chaque euro investi dans leur solution en économise 3 à 5 pour leurs clients. Leur roi devient imbattable quand l'énergie est chère. Catégorie 3. Les transformateurs de déchets en ressources.
L'économie circulaire n'est plus un concept écologique marginal, c'est devenu une nécessité économique face à l'inflation des matières premières. Ces entreprises collectent, traitent et revalorisent des déchets en matières premières secondaires. Quand le prix du plastique vierge double, le plastique recyclé devient soudainement très compétitif. Accès sécurisé à des gisements de déchets, technologies de transformation efficaces, contrats d'approvisionnement long terme avec leurs clients, marges qui s'élargissent quand l'inflation des matières premières s'accélère. Catégorie 4. Les producteurs alimentaires locaux et durables. Attention, je ne parle pas de l'agriculture industrielle conventionnelle, mais d'entreprises qui raccourcissent la chaîne alimentaire et réduisent la dépendance aux intrants coûteux. Exemple. Agriculture verticale urbaine, aquaculture durable en circuit fermé, production d'insectes pour l'alimentation animale. Leur avantage anti-inflation. Ils éliminent les coûts de transport et réduisent drastiquement la dépendance aux engrais et pesticides chimiques dont les prix explosent. Catégorie 5. Les fournisseurs d'infrastructures numériques essentielles. Dans un monde de plus en plus digitalisé, certaines infrastructures numériques sont devenues aussi essentielles que l'eau ou l'électricité. Je parle des centres de données efficaces énergétiquement, des réseaux de fibre optique, des solutions de cybersécurité pour infrastructures critiques. Leur pouvoir de pricing est considérable. Leurs clients ne peuvent pas se passer d'eux, et la demande croît exponentiellement. Catégorie 6. Les entreprises de réparation et de maintenance. Quand l'inflation fait grimper le prix des produits neufs, réparer devient soudainement beaucoup plus attractif économiquement. Les entreprises qui facilitent la réparation, fournissent des pièces détachées, ou proposent des services de maintenance préventive voient leur activité exploser. Critères de sélection. Expertise technique difficile à répliquer, base de clients récurrents avec contrat long terme, marge qui s'améliore avec l'échelle, modèle économique basé sur l'abonnement ou les contrats de service. Catégorie 7. Les facilitateurs d'économie collaborative. Les plateformes qui permettent le partage, la location, ou l'usage mutualisé d'actifs connaissent une croissance accélérée quand le pouvoir d'achat diminue. Exemple. Covoiturage, location d'équipements entre particuliers, espace de travail partagé. Leur force. Ils génèrent de la valeur sans posséder d'actifs lourds, et leur utilité augmente proportionnellement à la pression économique. Deuxième composante. Le modèle économique résilient. Avoir identifié le bon secteur ne suffit pas. Il faut ensuite évaluer si le modèle économique spécifique de l'entreprise lui permet de transformer l'inflation en opportunité. Ma grille d'analyse comporte 5 critères essentiels. Critère 1. La récurrence des revenus. Les entreprises avec des revenus récurrents, abonnements, contrats long terme, sont beaucoup plus prévisibles et résilientes. Je privilégie les entreprises où au moins 60% des revenus sont récurrents ou contractuels sur plusieurs années. Critère 2. La structure de coûts. Les entreprises avec une proportion élevée de coûts fixes bénéficient d'un effet de levier opérationnel puissant quand leur volume augmente. À l'inverse, celles trop dépendantes de matières premières volatiles sont vulnérables. Critère 3. L'intensité capitalistique. Les entreprises qui nécessitent des investissements massifs et continus sont pénalisées par la hausse des taux d'intérêt. Je privilégie les modèles asset light qui génèrent de la valeur sans mobiliser énormément de capital. Critère 4. Le cycle de conversion de trésorerie. Les entreprises qui sont payées rapidement par leurs clients mais peuvent payer leurs fournisseurs avec délai génèrent naturellement de la trésorerie avec leur croissance. C'est un indicateur puissant de la qualité du modèle économique. Critère 5. La scalabilité. Les entreprises dont les coûts marginaux diminuent avec l'échelle créent un fossé défensif croissant. Troisième composante, le pricing power. C'est peut être le critère le plus crucial en période d'inflation. La capacité à augmenter ses prix sans perdre ses clients. Warren Buffett affirme que c'est la caractéristique numéro 1 d'une grande entreprise, et il a raison. Comment évaluer le pricing power d'une entreprise? Voici ma méthode en 4 étapes. Étape 1. Analyser l'historique des augmentations de prix. Regardez sur les 5-10 dernières années si l'entreprise a pu augmenter ses prix régulièrement, et comment ses volumes ont réagi. Une entreprise avec un vrai pricing power augmente ses prix et maintient ou augmente ses volumes.
Étape 2. Évaluer le coût de changement pour le client. Plus il est coûteux, complexe ou risqué pour un client de changer de fournisseur, plus le pricing power est élevé. Étape 3. Mesurer l'intensité concurrentielle dans les secteurs hyper compétitifs avec des produits indifférenciés. Le pricing power est quasi inexistant. Je recherche des situations de duopole, oligopole, ou des entreprises avec une différenciation réelle. Étape 4. Identifier la part du coût total. Si le produit ou service ne représente qu'une petite fraction du coût total pour le client, le pricing power est généralement élevé. Exemple. Un logiciel de sécurité à 500 €, mois pour une entreprise qui brasse 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le coût est insignifiant par rapport au risque d'une faille de sécurité. Quatrième composante. Les actifs tangibles et intangibles en période d'inflation. La nature des actifs détenus par l'entreprise devient cruciale. Les actifs tangibles, terrains, immeubles, équipements, s'apprécient généralement avec l'inflation. Les actifs intangibles de qualité, brevets, marques, données, créent des barrières à l'entrée. Je privilégie les entreprises qui combinent des actifs tangibles essentiels bien localisés, des actifs intangibles défendables juridiquement, un faible niveau d'endettement relatif à ces actifs. Cinquième composante. La croissance durable. Attention, je ne parle pas de croissance à tout prix, mais de croissance organique, rentable et durable. Mes critères. Croissance du chiffre d'affaires d'au moins 8-12% annuel, maintien ou amélioration des marges, génération de free cash flow positif et croissant, croissance financée principalement par les flux internes, pas par l'endettement. Sixième composante, la transparence. Les entreprises éthiques qui performent durablement partagent un point commun, une transparence exemplaire. Je vérifie la clarté des rapports financiers, la communication régulière et détaillée avec les actionnaires, la publication volontaire d'indicateurs extra-financiers, impact social, environnemental, l'alignement des rémunérations des dirigeants avec la création de valeur long terme. Maintenant, comment appliquer concrètement cette méthode impact? Voici mon processus d'investissement en 7 étapes. Étape 1. Le screening sectoriel. Je commence par identifier 3-4 secteurs antifragiles correspondant aux 7 catégories que j'ai décrites. Je me limite volontairement pour pouvoir devenir vraiment expert de ces secteurs. Étape 2. L'identification des leaders dans chaque secteur. Je liste les 5-10 entreprises leaders ou challengers prometteurs. Je privilégie les entreprises de taille intermédiaire, capitalisation entre 500 millions et 5 milliards, qui offrent le meilleur ratio croissance-risque. Étape 3. L'analyse fondamentale approfondie pour chaque entreprise identifiée. Je réalise une analyse complète selon les 6 critères impact. Je passe facilement 10-15 heures sur chaque entreprise avant de prendre une décision. Étape 4. La validation éthique. Je vérifie que l'entreprise respecte mes critères éthiques non négociables. Pas d'externalités négatives majeures, pollution, conditions de travail dégradantes, modèle économique basé sur la création de valeur réelle, gouvernance équilibrée et transparente, impact positif mesurable sur la société ou l'environnement. Étape 5. La valorisation. J'utilise plusieurs méthodes complémentaires. DCF, Discounted Cash Flow, avec des hypothèses conservatrices, comparaison avec les pairs du secteur, analyse de la valorisation historique de l'entreprise. Je n'investis que si je détecte une décote d'au moins 20-30% par rapport à ma valorisation intrinsèque. Étape 6. La construction du portefeuille. Je diversifie sur 12-18 positions, réparties sur les différentes catégories antifragiles. Aucune position ne dépasse 10% de mon portefeuille au moment de l'achat. Étape 7. Le suivi et la discipline. Je RE value chaque position trimestriellement, mais je garde une vision long terme. Je ne vends que dans 3 situations. La thèse d'investissement initiale s'est révélée fausse. Une opportunité significativement meilleure se présente. La valorisation atteint 120 130% de ma valorisation intrinsèque révisée. Pour illustrer cette méthode, permettez-moi de partager un exemple concret. En 2024, j'ai identifié une entreprise européenne spécialisée dans l'isolation thermique innovante à base de matériaux biosourcés. Application de la méthode impact. Secteur antifragile. Efficacité énergétique en pleine explosion réglementaire. 75% de revenus récurrents via des contrats cadres avec des constructeurs et augmentation des prix de 8% par an depuis 5 ans sans perte de part de marché à brevet solide. Usine bien localisée.
Dette minime c'est croissance de 15% par an, marge en amélioration, free cash flow positif et reporting trimestriel détaillé, publication volontaire de leur empreinte carbone, achat à 18 € l'action avec une valorisation intrinsèque estimée à 26 €. Aujourd'hui, l'action cote 31 €, soit plus 72% en 18 mois, bien au-dessus de l'inflation. Mais plus important, l'entreprise a créé 450 emplois durables, isolé 12 000 logements, et réduit les émissions de CO2 de ses clients de 85 000 tonnes. C'est ça, l'investissement éthique anti-inflation, créer de la valeur financière et de l'impact positif. Pour ceux qui se demandent où trouver ces entreprises, voici mes sources privilégiées. Les indices spécialisés. CAC 40 ESG, MSCI World ESG Leader, FTSE 4 Good, les plateformes d'analyse extra-financière. Sustainalytics, MSCI ESG Research, les rapports sectoriels. Et pour l'énergie, Ellen MacArthur Foundation pour l'économie circulaire, les médias spécialisés. Greenbee, Sustainable Brand, Circular Online. Une question qu'on me pose souvent. Faut-il investir via des ETF sectoriels ou en sélection directe d'actions? Ma réponse. Les deux approches ont leur place. Si vous débutez ou n'avez pas le temps d'analyser en profondeur, commencez par des ETF thématiques, énergie renouvelable, économie circulaire, efficacité énergétique. Avantages. Diversification instantanée, frais réduits, simplicité. Inconvénients. Vous ne contrôlez pas exactement les entreprises sélectionnées, et certaines peuvent ne pas correspondre parfaitement à vos critères éthiques. Si vous avez le temps et la compétence, la sélection directe permet d'optimiser le ratio rendement, impact et d'aligner parfaitement vos investissements avec vos valeurs. Mon approche personnelle. Un cœur de portefeuille en sélection directe, 70%, complété par quelques ETF thématiques pour accéder à des géographies ou secteurs où je n'ai pas l'expertise, 30%. Maintenant, parlons des erreurs à éviter absolument. Erreur 1. Confondre marketing ESG et réalité. De nombreuses entreprises pratiquent le greenwashing, communication verte sans transformation réelle de leur modèle. Comment les détecter? Comparer leurs engagements publics avec leurs actions concrètes. Vérifier les controverses via les bases de données spécialisées. Erreur 2. Négliger la valorisation au profit de l'impact. Une entreprise peut être extraordinaire sur le plan éthique et social, mais si vous payez 5 fois sa valeur intrinsèque, vous allez perdre de l'argent. L'éthique ne dispense pas de la rigueur financière. Erreur 3. Se concentrer sur un seul secteur, même les secteurs antifragiles peuvent connaître des turbulences temporaires. La diversification reste une règle d'or, même dans l'investissement éthique. Erreur 4. Vendre trop rapidement, les meilleures performances viennent de la patience. Si votre thèse d'investissement reste valide, les fluctuations court terme sont des opportunités, pas des menaces. Erreur 5. Ignorer la dimension fiscale. Optimiser l'enveloppe fiscale. PI pour les actions européennes éligibles, assurance vie pour la diversification internationale, compte-titres pour ce qui n'entre pas ailleurs. Pour faciliter l'application de cette stratégie, j'ai créé un kit complet que vous pouvez télécharger gratuitement via le lien dans la description. Ce kit contient ma checklist d'analyse impact au format Excel, une liste de 50 entreprises anti-inflation déjà préqualifiées, des modèles de valorisation adaptables, un guide de construction de portefeuille éthique diversifié. Attention cependant, l'investissement en actions comporte des risques de perte en capital. Cette approche est adaptée pour une épargne long terme dont vous n'aurez pas besoin avant 5-10 ans minimum. Ne mettez jamais en bourse de l'argent dont vous pourriez avoir besoin à court terme, ou qui est essentiel à votre sécurité financière. Quelques principes de prudence que je respecte systématiquement. L'épargne de sécurité d'abord. 6 mois de dépenses en liquidité avant d'investir en bourse. L'investissement progressif. Je n'investis jamais tout d'un coup, mais par tranche mensuelle. La limitation du risque. Jamais plus de 30-40% de mon patrimoine total en actions. La formation continue. Je consacre 5 heures par semaine à ma formation d'investisseur. Permettez-moi de conclure sur la dimension profondément éthique de cette approche. L'investissement traditionnel est souvent déconnecté de ses conséquences réelles. On achète des actions comme on achète des tickets de loterie, sans se préoccuper de ce que font vraiment ces entreprises. Ma méthode impact repose sur un principe différent.
votre épargne est un vote. Chaque euro investi soutient un modèle économique, une vision de la société, un type d'entreprise. En privilégiant les entreprises qui combinent performance financière et impact positif, vous ne sacrifiez pas votre rendement sur l'autel de l'éthique. Au contraire, vous alignez vos intérêts financiers avec l'intérêt général. Les entreprises qui créent de la valeur durable pour toutes leurs parties prenantes sont, par définition, plus résilientes et plus performantes sur le long terme. C'est ce que démontrent toutes les études académiques sérieuses. Les entreprises avec les meilleures pratiques ESG surperforment leurs pairs sur des périodes de 5-10 ans. Vous n'avez pas à choisir entre vos convictions et votre portefeuille. Vous pouvez avoir les deux. N'oubliez pas que les informations partagées dans cette vidéo sont uniquement à titre éducatif et informatif. Elles ne constituent en aucun cas des conseils d'investissement personnalisés ou une recommandation d'achat ou de vente de titres spécifiques. Avant de prendre toute décision d'investissement, je vous encourage vivement à consulter un conseiller financier qualifié qui pourra adapter ses stratégies à votre situation personnelle, votre profil de risque et vos objectifs. Si cette vidéo vous a plu et vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour la suite de cette série sur la protection de votre patrimoine face à l'inflation. Dans le prochain épisode, nous explorerons les stratégies de diversification internationale pour protéger votre patrimoine des risques géopolitiques croissants. Je suis Mr. Inflation, et comme toujours, je reste à vos côtés pour vous aider à investir de manière éthique et rentable dans cette période économique tumultueuse.